Quand on parle de start-up, généralement, les gens pensent lever des fonds. En temps, ça donne une image un peu biaisée de l'écosystème. Certes, c'est joli d'entendre que Diamant a levé tel nombre, en cas tel nombre, couche tel nombre et tout. C'est joli, ça fait de gros titres. Pour moi, c'est pas ça le réel indicateur d'un écosystème performant, tu vois. Moi, je pense qu'un écosystème performant se base sur les talents qui y sont. Et on a besoin de talents. Pense directement à t'étendre dans le monde entier, alors qu'il y a des problèmes que tu peux résoudre. Ton voisin du quartier n'arrive pas à gérer ses voitures parce qu'il a plein de taxis, n'arrive pas à gérer. Au lieu de chercher à résoudre ce problème, toi tu dis non, tu as résolu le problème de quelqu'un qui est en France, tu vas prendre pour copier, tu as copié. Pour moi, ça ne marche pas en tant que tel. Il faut d'abord se concentrer sur des problèmes faciles à résoudre de manière technologique. Je sais que la technologie peut résoudre ça, mais des problèmes qui touchent directement notre quotidien. Comme ça, tu as l'occasion de build avec, non, je veux dire de build avec ton client. Et ton client est là, il t'explique son problème, tu build. C'est Fafa. C'est Fafa. Il y a deux start-upers qui me regardent. Je pense, c'est mon avis, que construire l'équivalent africain 2 ou bien faire une start-up africaine. En gros, un produit où ta seule plus-value par rapport à un produit existant, c'est que c'est fait par un Africain. Désolé, on a qu'à arrêter ça en 2025. C'est comment, bro? Ouais, ça va super. On dit quoi? Ça va? Depuis, je crois, pour le premier épisode zombie. Je t'ai dit. Comment ça va depuis lors? Ah, bro, on est là, on est vivant, hein, tu vois. Je suis vraiment heureux de t'avoir ici. Je vais te laisser toi-même te présenter. Ok, c'est cool. Du coup, hello les abonnés d'Alex. Coucou les habitants, j'espère qu'on est connectés. Moi, c'est Abraham Koulibaly, connu sur Internet en tant qu'habitant Abraham. Je suis juriste de formation. Je suis spécialisé dans la tech. Et là, en ce moment, je suis un peu en transition vers les métiers du project management et du product management. J'ai travaillé dans un cabinet d'expertise data et IA. En ce moment, je suis community lead pour Tech République, une communauté tech dont on aura le temps d'en parler, j'espère. À côté de ça, je suis chapter lead de Greenfield Côte d'Ivoire, qui est une organisation qui a pour but d'utiliser la blockchain pour l'impact social. Et j'ai aussi créé une communauté qui s'appelle Habitat d'Internet, qui est basée sur 3 principes: connecter, discuter, agir. Et si on peut résumer tout ce que je viens de dire, c'est que je suis convaincu que la technologie est l'enjeu de ce siècle. Et en tant que jeune Africain, il est primordial qu'on prenne le train en marche pour ne pas rester en marge de l'histoire comme auparavant. Wow, super, super. Tu sais, là, c'est le podcast où j'invite des gens qui travaillent beaucoup dans la tech. Yeah. Et comme tu le sais, bon, on est amis depuis longtemps, on se connaît depuis longtemps. On a rappé ensemble. Voilà. Donc, j'allais pas faire ce podcast sans t'avoir comme invité. Yeah. Et tu es le community lead d'une communauté à laquelle j'appartiens, que j'admire beaucoup, Tech République. Yeah. Comme tu as dit, on aura le temps d'en parler un peu plus tard dans la discussion. Mais ce que je veux te demander déjà, c'est comment est-ce que tu arrives à la tech? Yeah. Et qu'est-ce qui t'emmène déjà? Parce que tu es juriste de formation, en fait. Ouais, mais la juriste tech. Mais en vrai, Ah, ok. en fait, j'ai failli une première fois entrer dans la tech. J'ai loupé mon test du destin. Ok. Et après, la vie m'a rattrapé. En gros, quand je suis arrivé en master, déjà, j'ai fait le droit pour faire plaisir un peu à papa. Mon père était juriste. Mais moi aussi, j'aimais ça, tu vois. J'aime comprendre comment la société fonctionne. J'aime comprendre un peu les dynamiques qui encadrent les relations interhumaines. Et je suis fasciné par ça. Genre, tu as fait telle chose, pourquoi tu as telle conséquence et tout. Et pour moi, la manière la plus pratique de comprendre ça, c'est le droit. Le droit, c'est vraiment les règles de la société, tu vois. Et j'ai fait ma licence à UKO, mon master aussi. J'étais plutôt bon, hein, objectivement. Et arrivé en master, il y a le choix de la spécialisation. Et je pouvais aller partout, vu mes moyennes. J'avais le choix entre profession judiciaire, c'est-à-dire un master plus orienté du style avocat, juge et tout. Et vraiment, c'est la vision dans laquelle j'étais. Je voulais être avocat à l'époque. Et il y avait l'option droit d'éthique et technologie. Non, droit des technologies, excusez-moi, droit des technologies de la communication. Et c'est un master qui est propre à l'UKO, en tout cas en Côte d'Ivoire ici. Je n'arrivais pas à choisir et j'ai déjà une amie détirée à pile ou face. Et finalement, c'est tombé sur profession judiciaire, j'ai fait profession judiciaire. Histoire vraie. Mais genre, j'ai eu mon master tranquille et tout, mais après, il y a une période où j'étais un peu en échec scolaire, c'est la période du mémoire. Genre, j'étais pas trop concentré, ce genre de choses et tout.
Et pendant que je prenais du temps pour travailler sur mon mémoire, il y a un de mes amis à qui je fais un SO qui s'appelle Opléro. Je sais pas si tu connais les emojis Zouzou quoi. En gros, à un moment, il y avait les emojis africains qui passaient beaucoup sur la toile. C'est un de mes amis qui a fait ça. Il était même dans le top 30 Forbes Under 30, tout ça à l'époque. Et un jour, il sort sur moi dans mes DM Twitter que bro, tu connais le Web3. Je dis, c'est quoi ça encore? Et puis, il commence à m'expliquer les trucs, c'est la crypto, les NFT. C'était à l'époque où ça commençait à faire du bon. C'est pas encore pété, mais ça commençait à faire un peu de bruit aux États-Unis. Donc, il commence à me parler du truc. Je creuse même pas plus que ça. Et après, je commence à vraiment deep dive et tout. Et je vois que c'est un truc qui est intéressant parce que il y a des notions de droit, quand tu veux les transplanter dans le monde numérique, parce que je suis une co-utilisateur des réseaux sociaux comme tout le monde de ma génération, tu vois, ça se heurte à des réalités. Et je me rends compte qu'à travers le Web3, les blocs, la blockchain et tout, ça résout beaucoup de problèmes. Et là, en fait, ma passion pour comprendre les interactions sociales, elle me dit, en fait, la société vers laquelle on s'en va, c'est se digitaliser. Du coup, si tu veux comprendre le monde, comprendre les interactions interhumaines, C'est ça. faut comprendre la technologie. Donc, je rentre dans le Web3, la blockchain et tout. Ensuite, après mon master, je continue à approfondir le sujet et on rentre dans la période de l'IA. Et quand on rentre dans la période de l'IA, j'ai pas fait de formation technologique, mais je suis curieux, donc je me renseigne et tout. Et c'est là que je rencontre Tech République, justement. En gros, Tech République a organisé un hackathon, c'est juste à Jammu. Donc, c'est la première fois que je rentrais dans les locaux d'une startup qui faisait la startup ivoirienne. La startup qui a des bureaux très frais aussi. J'ai été dit trop frais. Elle sur le Jammu. J'ai été dit. Mais genre, du coup, j'arrive à Jammu. Et c'était un hackathon sur l'API de ChatGPT à l'époque. Ok. Et C'est en quelle année déjà? si on parle de ChatGPT, c'est que c'est 2022. 2022. 2022, c'était au début de ChatGPT, même si tu pas de bêtises, ok. tu vois. 2022, non, 2022, 2023, cette période-là. Et genre, on parle de Python et tout et tout. Et je vais le dire aussi, c'est que dans la période où je travaille sur mon mémoire, j'ai fait un peu de rédaction web. Donc, j'ai commencé à m'intéresser un peu à la technologie. Ah, ok. Avec notre ami en commun, Eliam. Ouais, c'était copywriter. Ouais, ah, Ça, tu non? vois. Ouais, c'est ça. J'ai fait copywriting, rédaction web, SEO. SEO. Ok. Et non, je m'y connaissais un peu, mais c'est ça vraiment ma limite à ce niveau. Mais genre, j'arrive, vous me parlez des Python, me parlez des trucs, je comprends pas. Mais genre, je suis fasciné par ça. Donc, Ouais. je rentre dans le groupe Tech République et tout, et je continue de creuser. J'apprends à travers la discussion des amis dans la communauté. Et finalement, on est en 2025, je suis en plein dedans, en fait. Waouh, super. Ouais. C'est un long parcours, mais voilà. Super. Donc là, en 2022, 2023, le hackathon, c'était le début de Tech Republic. Oui, je pense bien. Je Wow. pense bien. Et par le biais de qui tu intègres la communauté. Et comment ça se passe? Déjà, est-ce que tu peux mieux même expliquer c'est quoi Tech Republic? Ok. Tech République, c'est une initiative de Kiani, ma grande sœur de cœur, et quelques-uns de ses proches, collaborateurs et tout. En gros, Tech République est né de la frustration de voir que tous les événements tech en Côte d'Ivoire étaient à destination des CEO. Ok. Comme si l'écosystème se limitait qu'au top management. En tant dans une boîte tech, pas seulement une startup, il y a les développeurs, il y a les designers, les copywriters, il y a l'équipe marketing. En gros, en plus de la tête, il y a tout le corps qui fait l'entreprise. Et c'était bien d'avoir des activités qui allaient réunir tout cet écosystème-là pour non seulement discuter, mais aussi voir comment faire évoluer l'écosystème francophone. Toi, tu as fait le Nigeria, tu en parles souvent dans tes vidéos. Bien sûr. Tu vois que à l'extérieur, les communautés sont vraiment dynamiques. Il y en a plein. Voilà, il y a vraiment les success stories des uns inspirent les générations qui viennent. Et ça fait qu'ensemble, eux, ils poussent vraiment le truc vraiment plus loin. Et c'est vraiment ça le but de Tech République. Permettre, en fait, à travers l'expérience de ceux qui sont déjà dans le domaine, que les plus jeunes puissent en apprendre plus et aussi que même ceux qui sont déjà implantés puissent partager les expériences entre eux pour qu'on puisse faire évoluer l'écosystème. Donc, c'est vraiment ça Tech République. Il y a des activités, des hackathons, des webinaires, tout ça, des discussions très enrichissantes avec des gens très, très excellents. Et voilà. Donc, c'est ça Tech République. Super. Et jusque-là, est-ce que vous organisez des événements régulièrement? Si oui, est-ce que ça a réellement impacté certaines startups ou bien certaines personnes ont pu découvrir les startups grâce à Tech Republic? C'est quoi le processus d'intégration? D'accord. Déjà, moi, je suis personnellement, en tant que membre à la base, tu vois, j'ai un exemple de personne qui a été impactée par la communauté. Ok.
étant juriste de formation, sans vraiment réelle connaissance de la technologie, assister aux événements de Tech République, ça m'a fait comprendre un peu le vocabulaire startup. Ok. Parce que il y a des codes qu'on ne retrouve pas dans les autres types d'entreprises. Tu peux avoir une PME dans la tech, mais il y a des codes qui sont propres au monde des startups que tu n'as pas retrouvé dans ta PME. Quand on parle de growth hacking, non, la première fois, attends, ça dit, mais c'est quoi ça là encore? Bien sûr. Tu vois que, on te dit, en fait, c'est un peu du marketing, mais pas vraiment. Tu te dis, ah ouais, on te parle de product management. Quand tu entends product, toi, tu penses à un produit, c'est quelque chose de palpable. En temps, il y a un produit technologique, tu vois. Donc, moi, déjà, ça m'a permis de comprendre des choses. Et même dans la communauté, je ne suis pas le seul jeune, parce qu'il y a vraiment des aînés, il y a vraiment on va dire des pontes, Doyen. voilà, des doyens du monde, J'ai expérimenté. voilà, qui ont levé vraiment, Ouais, vraiment, ouais, il y a de grosses têtes, hein, ça on peut confirmer. tu vois, qui ont levé, qui ont construit des produits, Ouais. qui ont, voilà. Pour en citer quelques-uns, il y a le VPR Régis, il y a Moulay, il y a d'autres personnes en gros, il y a même le monsieur Jimmy de Monaco, tout ça, il y a vraiment des leaders, tu vois. Et souvent, il y a un dicton qui dit quand les éléphants se battent, c'est l'herbe qui est en partie. Mais nous, quand les éléphants discutent, le cours doit être rempli. Quand les doyens sont en train de faire la discussion, arrête à côté, le coup doit être rempli. On prend un peu d'eau, tu vois. vrai. Mais c'est ça, en fait. En gros, souvent, quand ils discutent, ils parlent. Et puis, ce qui me plaît, c'est une communauté où, peu importe ton gabarit, ton pédigré, on va dire, tu as droit à la parole. Bien sûr. Donc, ça fait que des aînés, des doyens, comme on a dit, peuvent entrer de discuter. Ils vont dire un truc. Si je n'ai pas d'accord, tu dis, je suis pas d'accord pour ça, pour ça. S'il y a matière à te corriger, c'est toujours faire dans le respect. Ouais. Si aussi ton point est pertinent, on va t'orienter. Récemment, il y a une discussion sur la crypto, entre un de mes amis, il s'appelle Boari, qui est influenceur crypto. Je pense que tu devrais l'inviter, Ok. entre Boari et puis d'autres membres de la communauté. C'est sur l'utilité du Bitcoin. Et du coup, les gens, chacun donne ses points de vue et tout, et tout. Et dans le respect, il y a des gens qui disent que Bitcoin, c'est une réserve de valeur. D'autres qui disent que non, mais c'est une monnaie et tout. Chacun donne ses arguments. Et puis, quand tu es en bac, même si tu parles pas, tu en apprends, en fait. C'est vrai. Et ça fait que dans la communauté, il y a ce qu'on appelle les fantômes aussi. Ils parlent pas. Mais je suis sûr que c'est derrière le téléphone. Moi, je fais partie. J'ai dedans. Mais en gros, c'est tout ça, en fait. Ouais, Et maintenant aussi, au niveau des activités, il y a une période, on en faisait régulièrement. Ça s'est arrêté un moment. Et là, on a repris depuis Belle pour faire des activités chaque mois. Ok. Au minimum chaque mois. Si ce n'est plus. Donc, voilà. En tout cas, c'est vrai que je parle pas assez dans le groupe, mais tu vois, t'inviter là, par exemple, c'est un moyen pour moi d'aider la communauté parce que je crois vraiment à la vision que vous portez. Je sais qu'avec vos activités, au fait, les gens à l'extérieur, ils doivent se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent. Tu vois, qu'il y a des hackathons, qu'il y a il y a des communautés qui existent parce que si une startup, un cofondeur d'un autre pays veut se lancer en Côte d'Ivoire, il va chercher d'abord à savoir quels sont les acteurs de l'écosystème et vers qui il va se tourner, vers les community leads, en fait. C'est des gens, parce que c'est des gens qui ont un portefeuille de connaissances, de clients, de partenaires, tu vois. Donc, ils vont forcément s'adresser à Tech Republic. Donc, je pense que cette initiative, c'est-à-dire ce podcast, est l'occasion aussi pour toi de présenter la communauté, ce que vous faites, comment est-ce que vous pouvez aussi aider voilà, les jeunes frères et en même temps les startups qui veulent se lancer sur le marché francophone. Donc là, moi, comme tu es vraiment dans la communauté depuis longtemps et tu n'es pas fantôme, tu parles beaucoup, tu partages aussi beaucoup de liens. Moi, ce que je veux te demander, c'est quel est ton regard sur l'écosystème startup dans l'Afrique francophone? Parce qu'il faut préciser aussi que dans Tech Republic, il y a des anglophones qui sont là. Hein. Ça, souvent, on parle un peu anglais, on parle français. We speak free English. Mais c'est à majorité français. Donc, ouais, quel est ton œil sur l'écosystème? D'accord. Déjà, il faut savoir que moi, je suis un enfant de Twitter. Ok. Genre, mon temps d'écran, je suis dans mon téléphone. Tu vois que Twitter, elle est en haut. Et je regarde beaucoup ce qui se passe aux États-Unis, surtout aux États-Unis, parce que je suis un peu fan de crypto, comme je dis, de blockchain. Et souvent, je mets en perspective avec ce qui se passe ici. Et aussi, je compare avec ce que je vois sur LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, on voit beaucoup l'écosystème startup, tech, même en Côte d'Ivoire, se développer. Ce que je peux dire, c'est qu'on est au début de quelque chose. Ok. C'est-à-dire, il y a quelques années, les discussions que nous, on a, le fait, par exemple, que toi, on soit dans ce podcast-là, ou bien même le fait qu'on parle de
puis les notions comme MVP, comme levée de fonds, tout ça, c'était pas courant d'entendre ça. Pour nous, qui voyons les trucs, quand on parle de success story dans les startups, c'était éloigné. États-Unis, à la rigueur, Ouais, Nigeria. ouais. Et là, maintenant, en fait, on a des success stories, on a des personnes qui construisent réellement des choses, on a des acteurs qui sont implantés, on a des... En plus de Tech République, on a d'autres éléments, on a le CI20, on a le M Studio, on a beaucoup d'autres types d'acteurs, même encore même au-dessus, même au niveau un peu plus corporate, on a le Gothic et tout. Il y a quelques initiatives aussi du ministère du numérique, tout ça. Il y a un écosystème qui se structure, Ok. honnêtement. Le truc, c'est que il y a encore des barrières. Il y a encore quelque chose à ajuster. Il y a encore la nécessité de mettre en avant ceux qui font réellement des choses, pas des photos qui ont venu dans les conférences nous raconter, je sais pas quoi. Non, réellement des personnes qui ont construit des produits ou bien qui ont une expérience à succès ou bien à échec, peu importe, mais des personnes qui font un partage d'expérience. Et aussi, on a surtout besoin de susciter des vocations et aussi de moyens. C'est ça. Mais genre, on est au début de quelque chose et j'espère en tout cas, et moi je suis enthousiaste que ça va ouvrir beaucoup de portes. Wow. Donc, comment tu penses que les initiatives, c'est-à-dire les événements de Tech République ou bien d'une autre communauté, peuvent aider à galvaniser l'écosystème Ok. beaucoup plus? Parce Déjà, que si on est au début de quelque chose, il reste encore des choses à faire. Donc, ouais. déjà comme je t'ai dit, je pilote un peu 3 communautés. Ok. Il y a Tech République, il y a 2 autres. Déjà au niveau de Tech République, c'est vraiment, on va dire, orienté un peu pro. Dans le sens pro, dans le sens où il y a des personnes qui sont des personnes qui sont dans le domaine ou qui envisagent de rentrer dans le domaine, qui parlent dans la communauté. Du coup, l'idée serait, au-delà d'avoir cette vision entre professionnels, d'amener, je sais pas, des jeunes, des personnes qui sont peut-être curieuses, mais qui ont un peu peur, des gens qui entendent le mot startup, qui sont intrigués, qui Ouais. voient. Moi, je suis toujours fasciné même par les biopics sur Steve Jobs, Zuckerberg, Elon Musk, je l'aime plus trop, mais pour ce qu'on sait, mais n'empêche que je suis fasciné par les trucs comme ça. Et je sais que des personnes comme moi, il y en a des milliers en Côte Bien sûr, d'Ivoire. bien sûr. Donc, essayer de faire des activités pour amener ces personnes-là à venir boire à la source. C'est-à-dire boire auprès, comme je dis, des aînés, des doyens. Ça, c'est vraiment au niveau pro. Maintenant, j'aimerais rebondir un peu les autres communautés que j'ai, notamment Greenpeace Côte d'Ivoire. Par exemple, Greenpeace, c'est une initiative internationale à la base qui a pour but d'utiliser la blockchain pour l'impact social. Ok. Et moi, j'ai implanté Greenpeace en Côte d'Ivoire. Et je me dis, justement, en m'inspirant de choses qui ont été faites à l'extérieur, qui ont fonctionné, pour les adapter à notre écosystème local, d'autres personnes pourront se dire, mais en fait, c'est possible. Si celui-là qui n'est pas ingénieur, qui n'est pas dev et tout, a pu apprendre sur Twitter, Udemy, YouTube et tout, comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que je ne pense pas être le plus intelligent de la Terre, mais c'est juste la curiosité. Donc, je me dis, les communautés, en fait, sont des hubs ou bien des endroits de partage d'expériences où ce que tu veux faire là, quand tu vois que quelqu'un d'autre a fait, tu te dis, ah, moi aussi, je peux faire aussi. Donc, c'est vraiment ça. C'est créer un écosystème fédéré autour de l'idée que on peut faire ce qu'on veut faire. Il suffit juste de se donner les moyens pour qu'on y aille. Et puis voilà. Wow, super, c'est tellement bien dit. Donc, ouais, là, je pense que dernièrement, est-ce qu'il y a eu une activité ou une actualité dans l'écosystème que tu as envie de commenter? Une actualité en particulier? Pourquoi tu ris? Tu veux me piéger? Non, Tu veux me piéger? moi, je dis, bon, il y a des choses qui se passent dans l'écosystème. Bon, tu peux parler forcément, tu peux parler peut-être de l'Afrique, hein. Yeah. Pas seulement en Côte d'Ivoire ici. Par exemple, le fait que Jamo ait levé 14 millions d'euros, tu peux commenter ça, par exemple. Euh, Le fait que, en vrai, je qu'il comprends. y ait 2 Ivoiriens qui soient Alors là, rentrés ici, ici. ça, c'est top. Voilà. Il y a plusieurs actualités que je veux commenter, mais j'aime plus trop commenter les levées de fonds. Ok. Je vais te dire pourquoi, avant de répondre à ta question. La dernière fois, je regardais un podcast, Entrepreneur State of Africa, avec Moulay et puis Kai. Moulay expliquait un peu qu'il y a un jeune qui est arrivé à Ankara là-bas, qui dit que lui veut lever des fonds et tout. Est-ce que Moulay peut le plug, bon, peut le brancher, excusez-moi, sur certaines personnes, tout ça, tout ça. Et puis il a dit, mais en fait, c'est parce qu'il n'a pas compris le truc. Quand on parle de start-up, généralement, les gens pensent lever de fonds. Les gens pensent que, ouais,
La levée de fonds, c'est un jet qui tombe dans la poche du fondeur ou bien de son Mhm. équipe. Entends, ça donne une image un peu biaisée de l'écosystème. Certes, c'est joli d'entendre hein, que Diamant a levé tel nombre, en cas tel nombre, push tel nombre et tout. C'est joli, ça fait de gros titres. Mais en fait, pour moi, c'est pas ça le réel indicateur C'est sûr. d'un écosystème performant, tu Mhm. vois. Moi, je pense qu'un écosystème performant se base sur les talents qui y sont. Et on a besoin de talents. Et c'est super que tu parles des 2 jeunes qui sont allés à YC, là. J'ai oublié le nom de la startup, mais c'est un truc au niveau de la flotte. Voilà. Et il y a quelques années, c'était improbable. Man, quand Paystack est rentré à YC, c'était un événement pour toute l'Afrique. Et là, en fait, les Naija ont ouvert la porte. En Côte d'Ivoire, ici, on a Jamo qui a ouvert la porte. Et là, en fait, on a d'autres Ivoiriens qui sont rentrés là-bas. Donc, pour nous qui sommes derrière, pour nos petits frères qui sont derrière, pour les petits encore qui sont encore derrière, mais on dit que, mais en fait, si nos tontons qui sont à Babi ici, ils sont arrivés à San Francisco, sur le même terrain que les Américains, les Indiens et tout, là, we can do it. Genre, on peut le faire, tu vois. Et pour moi, c'est ça, en fait. Avoir des acteurs performants, des talents ici. Maintenant, si une actualité que je veux commenter, il y a revenu cette petite polémique. Ok. Il y a une photo qui est sortie, je crois que c'était durant le Africa CEO Forum. Je ne sais pas si c'est le bon nom de l'événement. Et il y a un entrepreneur, je ne sais plus de quel pays là, qui est blanc. Pas Axel Perrier. Oui, Ah, c'est Nemes. il y a une startup qui s'appelle Axel, tu vois. Ouais. Il était assis à une table avec d'autres entrepreneurs et la majorité était blanc. J'aime pas faire les procès de peau, tout ça. Mais n'empêche que la caption qu'il a mis, c'était ces entreprises ont levé 100 millions de dollars conjointement et nous construisons l'avenir de l'Afrique. Bon, il y a un journaliste de CNN qui est très suivi, qui a commenté et qui s'est insurgé parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des fondeurs qui ont levé beaucoup d'argent. Il y a des personnes qui construisent des choses au quotidien et ces personnes n'étaient pas autour de la table. Et pour lui, en fait, c'est une forme de colonialisme. Sur le coup, j'ai compris sa posture. En mode, c'est un continent de noirs, des blancs venus dire, on construit l'Afrique. Ça nous rappelle des périodes sombres de l'histoire. On est d'accord. Mais la tension passée, il y a une réalité. Il y a Moulay qui est dans la communauté qui a expliqué que lui, il était invité, mais par empêchement, il n'a pas pu venir. Il y a une autre fondeur qui est dans la communauté aussi, qui a dit qu'il n'a pas empêchement, il n'a pas pu venir. Mais n'empêche que ça soulève quand même un problème. Si il a fallu que tous les fondeurs noirs qui ont été invités ne soient pas présents, et que bien que les fondeurs blancs, ça prouve que quelque part, il y a une certaine image de l'écosystème startup en Afrique, comme quoi il faut avoir un certain profil pour avoir construit une entreprise tech à succès sur le continent. Ce qui n'est pas forcément vrai parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui prouvent le contraire, Bien sûr. mais juste que ces histoires ne sont pas forcément mises en avant. En gros, ce serait bien c'est vrai qu'on parle de startups en Afrique, en Côte d'Ivoire ou en Afrique, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent. En Côte d'Ivoire notamment, on va parler de Régis, on va parler de Boulaye, on va parler... Steven Bedi. Oui, merci, c'est lui, je sais son nom, de Push, c'est ça. Mais c'est toujours les mêmes noms. Et ça serait bien, en fait, d'avoir d'autres noms, d'autres personnes qui viennent. C'est ça, en fait, là, le narratif, en fait, au niveau des personnes qui construisent le continent, qu'il faut changer, mettre en avant des talents locaux pour faire émerger le truc. Donc, l'indignation, on va dire, à première vue, elle peut paraître légitime, mais c'est pas comme si les gars qui ont fait leur photo, là, c'était en mode, il n'y a pas de noirs qui construisent le continent. C'est juste que il n'y a pas encore suffisamment de noirs, ou bien encore, ceux-ci ne se mettent pas suffisamment en avant, je pense. Ou bien il n'y a pas vraiment d'initiatives qui les mettent en avant pour montrer que le continent change. D'accord, mais quelles sont les initiatives qui doivent les mettre en avant? Parce que là, on parle de Africa CEO Forum. Non, mais au Africa CEO Forum, il y a des personnes, il y a des noirs qui étaient invités. Non, mais je veux dire le terme même Africa. Non, mais en fait, c'était un dîner entre fondeurs de start-up. Ok. Donc, c'était un événement, je crois, privé. Du coup, c'était par message. Est-ce qu'il y a eu des founders noirs qui ont répliqué, qui ont fait une photo pour montrer que... Non, mais c'est ça, on parle dans ce genre de jeu-là. Oh. En fait, déjà, moi, je commente la photo, je parle de la photo à cause des commentaires et des discussions qui ont eu lieu. Mais en vrai, la photo en elle-même, moi, j'aurais juste... Mon perso, ça m'aurait pas dérangé. Bien sûr, moi, ça... Parce que je connais l'envers du décor. Je sais que dans l'écosystème, il y a des personnes qui me ressemblent, qui font des choses, que me sont représentées. Mais n'empêche que le gars du CNN, lui, c'est un Américain.
On sait aussi qu'aux États-Unis, on sait un peu toutes les tensions raciales qui existent. Donc, quand il a vu ça, lui, ça a dû le trigger, tu vois. Et je sais pas, par effet papillon, ça Ouais. a allumé d'autres choses et tout et tout. Et on est l'addiction qu'on a en ce moment, tu vois. Mais le véritable problème, c'est pas qu'il y ait des blancs qui viennent ici pour construire des trucs. C'est le marché est libre, tu vois. Mais c'est que en Afrique, on ne met pas suffisamment. Je pense que les start-upers ne mettent pas suffisamment en avant ce qu'ils font. Je pense aussi que ça. Et je vais te dire merci même pour ça. Le fait que tu crées du contenu et que tu parles de start-up africaine, c'est la partie pas changer le narratif. Tu parles de, je sais pas, tu as parlé de ça, de Steven Bedi, tu vois, de Push, on parle Je de, parle de Discute AI, je parle de Daba Finance, tu vois, je parle de plein de startups en tout cas. tu vois. Et le fait que toi-même, tu es un start-upper, tu as eu des succès dans cet écosystème-là, ça faut que le narratif change. Et justement, il en faut plus de comme toi. Tu vois, moi, je pense que le truc qui a fait le succès de la Silicon Valley, c'est leur capacité à raconter des histoires. Que ce soit Paul Graham, que ce soit Gary Tran, que ce soit même Sam Altman, ça m'a étonné de savoir qu'il avait un blog. Même Mark Zuckerberg, qui a conseillé Facebook, il avait un blog où il racontait des trucs, c'est ce blog qu'il a porté par la suite. Mais c'est des personnes qui se racontent, qui racontent ce qu'ils font. Il y a un jeu qui a, ouais, c'est, genre, elle a publié, c'est un vieil article qu'elle avait publié, il disait, quelle est l'histoire que tu te racontes à toi-même? Okay. Parce que un fondeur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a une idée et qui mobilise des fonds, des ressources et des équipes pour matérialiser ce qui est dans sa tête là, dans la vraie vie. Mais le truc, c'est que ce que tu veux matérialiser, surtout dans le monde startup, c'est un truc qui change la donne, qui change une réalité, donc qui discute. Si toi-même, tu ne te convaincs pas de l'histoire que tu vas raconter aux autres, ils ne vont jamais te croire. Si, disons-nous la vérité, les startups proposent un DOI. Le DOI que, avec ma technologie, là, il a changé toi ta vie. Maintenant, c'est comment tu vas faire pour que ce DOI devienne la réalité là, qui fait ton succès. Bon, quand il DOI pas dans le mauvais sens, mais genre, l'histoire que je raconte, tu vois. Et justement, je me dis. Est-ce que je suis pas en train de parler du fake it until you make it? C'est pas vraiment ça? Si, un peu. Parce que, on est tous fans de rap, tu vois. Parlant de DDB dans son interview par au DOI, il disait qu'à l'époque, il portait des trucs fake et tout et tout. Il a fait ça pendant longtemps, c'est le branding. Mais maintenant, il assume qu'il porte des choses trucs. Je dis pas genre de mentir. Il dit juste, quand tu veux que quelque chose arrive, il faut croire en cela. Bien sûr. Il faut être dans le process pour Moi, cela. je peux te dire que ce truc-là, c'est vrai. Bon, ça a marché. Ça a marché pour moi à plusieurs reprises. Raconte-moi. Par exemple, le simple fait que j'aille au Nigeria, tu vois, j'avais déjà dit comme ça à quelqu'un, c'était dans une discussion, je voulais pas forcément donner ma position exacte. En ce moment, j'étais au Ghana, mais j'ai dit à cette personne-là que je suis au Nigeria. Alors que, tu sais, j'avais fait un programme, bon, j'étais dans un programme où, Melwater, c'est ça? ouais, Medwater Entrepreneurial School of Technology, MEST, Africa, où, vers la fin de l'année, c'est-à-dire, il y a l'année est découpée en quatre grandes parties, où on faisait ce qu'on appelle les milestones. Donc, les 2 derniers milestones, tu dois présenter ton projet startup de A à Z. Donc, c'est vers cette partie-là que tu peux savoir quel est ton avenir après MEST. Sinon, au début, tu kiffes, tu chill, tranquille, tu travailles sur les projets. C'est cool. Genre, tu codes, c'est cool, voilà, c'est cool, en fait. Donc, avant cette période-là, tu ne peux pas forcément savoir dans quel pays tu vas te retrouver. Tu peux être en Afrique du Sud, tu peux être en Angola, tu peux être partout en Afrique. En tout cas, tu as reçu des financements, tu as l'argent pour aller où tu veux, pour monter ton projet, tu vois. On a choisi le Nigeria. Mais en début d'année, je me rappelle qu'il y a un ami ici avec qui je discutais sur WhatsApp qui me demande, bro, ça fait un moment, tu ne te vois plus, hein, tu es où? Parce que c'est une période où j'étais tellement occupé, je n'avais pas le temps de poster. Hein, heureusement, je ne postais rien. Hein. J'étais. Ta vie chauffait. La vie chauffait, j'étais en train de travailler fort, donc j'avais même pas le temps de poster. Donc, il connaissait pas ma position. Ah, il m'a demandé je suis où, j'ai dit je suis au Nigeria, juste parce que je voulais pas dire où je suis. Et tu vois, je me suis retrouvé au Nigeria, en fait. Et je l'ai testé à plusieurs reprises. Je te promets, j'ai pas forcément envie de dévoiler ici parce que, Joe, par moment, c'est Doi. Ça ressemble à Doi. Mais c'est pas Doi. Voilà, faut pas que ce soit un truc un deuil qui va empiéter ta notoriété, en fait, tu vois, non? Tu te le dis à toi-même, donc tu peux te mentir à toi-même si tu n'as pas envie de heurter quelqu'un, ou tu le dis à ton entourage, tu vois, non? Ça peut toi-même ça peut créer une image de quelque chose qui est vrai, et puis tu vas travailler, en tout cas, si tu es un bosseur, tu vas travailler jusqu'à ce que ça arrive, en fait. C'est ça le truc. Et du coup, déjà, il y a un concept qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices.
Ok. C'est-à-dire que tu prophétises, c'est pas encore arrivé, mais tu te mets dans le mindset pour que ça arrive, tu donnes les moyens pour que ça arrive. Ça va arriver. Quand Bien Imra sûr. disait dans ses vieux sons, ouais, c'était toujours Imra, une fois, a Bien dit, sûr, bien sûr. C'est un gars tu as l'impression qu'il avait tellement planifié son parcours, tu vois. Il savait, c'est comme s'il savait en fait à tel moment, il savait que son mouvement allait pull-up, nouveau tu boss. vois, voilà. Son mouvement allait pull-up, donc il était déjà préparé dans sa tête. Donc, il racontait ses projets, ou bien tu peux voir son doi, il était déjà prédisposé à ça, donc ça, C'est voilà, ça, en ça fait. finit par arriver. En fait, c'est une question de mindset. Et du coup, justement, pour que le mindset de l'Afrique change, en fait, je pense qu'il ne faut pas s'insurger contre les photos. C'est plus des images, en fait. Mais il faut que les personnes qui buildent réellement le continent fassent des trucs Bien sûr. et montrent justement qu'ils font des trucs. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas une concurrence en tant que telle. Je pense que s'il y a des founders noirs, la meilleure manière de répliquer, voilà, c'est de build aussi. Parce que, bon, moi, je pense qu'il y a des blancs aussi, il y a des noirs aussi qui ont build de grosses choses dans des pays comme, dernièrement, j'ai découvert, bon, quand je dis dernièrement, je dis l'année passée, j'ai découvert que Calendly était le CEO de Calendly, c'est un Nigérian, bro. Ah ouais, Ah, ah tu ouais. vois, c'est un Nigérian, le CEO, le founder de Calendly, tu vois. Est-ce que tu vois, Et ils sont à San Francisco aussi? bien sûr, en tout cas, en fait, il a fait les États-Unis, c'est là-bas qu'il a build. Mais je veux te dire, tu vois un peu la success story, c'est-à-dire Calendly est utilisé partout dans le monde, frère. Tu vois, non, donc c'est pas une start-up voilà, de la Côte d'Ivoire ou bien de l'Afrique C'est un qui truc est, voilà, international. internationale. Merci, tu Tu vois? soulèves un point. Tu soulèves un point. Il y a des startups qui me regardent, aux gens qui ont des boîtes tech qui me regardent. Il n'y a encore rien buildé. Mais je pense, c'est mon avis, humblement c'est mon avis, que construire l'équivalent africain 2, ou bien faire une startup africaine, je sais pas comment expliquer ça. En gros, un produit où ta seule plus-value par rapport à un produit existant, c'est que c'est fait par un Africain. Mm, Désolé, on a qu'à arrêter ça en 2025. mm. Genre, c'est pour ça que les gars qui ont fait le truc Flock, leur application peut être scale partout dans le monde. En fait, on peut construire en Afrique pour l'Afrique, mais essayons d'avoir une vision globale. Et je me dis justement que ce qui freine les boîtes tech ivoiriennes et africaines généralement, certes, on veut résoudre un problème global, mais un problème local, excuse-moi, mais ce problème local-là, on le retrouve dans d'autres pays. Donc, arrêtons de nous brider. Et certes, on résout un problème qui est là, mais notre plus-value doit pas être c'est fait par un Ivoirien, donc on supporte parce que c'est un Ivoirien. Non. Si moi, il dit ça honnêtement, hein, ici, Patriote, les 125 coups du marteau, tout ça, il y a fouille. Mais s'il y a deux produits devant moi, que le produit qui était but par la personne qui vient de l'extérieur est meilleur que le produit qui a été but par l'Ivoirien, je vais prendre le produit qui a été but par la personne de l'extérieur. Du coup, peu importe où on se trouve, essayons de build, certes, pour un côté chez nous, mais ayons la vision globale. C'était ma parenthèse. Bien sûr, Pardonnez. je suis d'accord sur un point, un peu moins d'accord sur l'autre. Le point selon lequel, bon, certaines personnes disent le seul argument commercial qu'ils ont, hein, c'est fait par un Ivoirien. Moi, je cautionne pas ça, hein. C'est fait par un Ivoirien, ça signifie quoi? Toi, tu m'as dit ça. Ouais, tu vois, non? Je cautionne pas ça, tu vois. Faut qu'il y ait, c'est pour ça, à Metz, ils avaient une devise qu'on appelle GPS, Generosity, Positivity and Standard. Ok. C'est-à-dire que tu es au Ghana, mais quand on regarde ton produit, de l'autre côté, c'est-à-dire quelqu'un qui est aux États-Unis, regarde ton produit, regarde ta landing page même là. Il doit sentir que tu as travaillé. Genre, ça répond à un standard. Tu vois, moi, je vais faire une vidéo YouTube ou TikTok où je vais faire un peu le comparatif. Fais YouTube. Euh, Il a vendu TikTok. voilà, je vais faire le comparatif un peu des landing pages qu'on trouve ici à Abidjan et puis des landing pages qu'on trouve même chez nos frères du Ghana. Tu verras en fait que des gens qui se disent start-up ou bien qui ont une boîte technologique, ils ne prennent même pas le temps même de soigner leur landing page, leur page de présentation. Pour eux, ce n'est rien. Ils vont travailler sur le produit en tant que tel sans forcément chercher à savoir que la vitrine de leur produit, là, c'est leur landing page. Peut-être que ça peut paraître genre, c'est pas forcément la nécessité. Quand tu commences à faire une startup pour chercher à résoudre un problème,
Mais moi, j'estime que quand tu as atteint un certain niveau, parce que j'ai vu des startups vraiment au Côte d'Ivoire ou bien dans l'Afrique francophone, qui avaient des pages d'accueil qui étaient vraiment bizarres. Éclaté? Ouais, très éclatées. Pour revenir à ton point, là où je disais que j'étais pas trop d'accord ou d'accord à moitié, c'est on doit chercher à résoudre des problèmes d'ici, mais avec le standard international. Ok, Tu vois, non? je vois ce que tu Voilà. C'est-à-dire, si tu vois, le mobile money, par exemple, c'est fait par les Africains, c'est pour les Africains, Mhm. mais il y a des standards. Tu vois, non? Quand Ah, tu ok, je utilises, vois. tu vois un peu ce que je veux dire, quand tu utilises une application comme, comment on appelle ça, M-Pesa, M-Pesa, C'est où c'est, ça? c'est, ça, c'est l'ancêtre du mobile money. C'est Kenya? C'est Kenya, Ok, voilà. ok. Après, ils ont été rachetés par Safaricom et tout. Quand tu utilises, tu vois que, il y a un standard, tu vois, ça répond bien aux besoins. Il y a une expérience utilisateur qui est nickel. Aujourd'hui, tu utilises Wave, tu utilises Orange Money, tu vois, non? Il y a des standards qui sont atteints parce que ça résout bien le problème, tu vois. Mais je pense on a tellement de soucis ici. Et si tu penses directement global, genre, tu penses directement à t'étendre Ok. dans le monde entier, alors que il y a des problèmes que tu peux résoudre. C'est ton voisin du quartier, il n'arrive pas, par exemple, à gérer ses voitures. Ses voitures parce qu'il a plein de taxis, il n'arrive pas à gérer. Au lieu de chercher à résoudre ce problème, toi, tu dis non, Tu vois, tu as résolu le ouais. problème de quelqu'un qui est en France, tu vas prendre pour copier, tu as copié, coller. Non, pour moi, ça ne marche pas en tant que tel, tu vois. Il faut d'abord se concentrer sur les problèmes faciles à résoudre de manière technologique. Je sais que la technologie peut résoudre ça, mais des problèmes qui touchent directement notre quotidien. Comme ça, tu as l'occasion de build avec Ton expérience. non, je veux dire de build avec ton client. Voilà. Ok, ok, Et ok. ton client est là, il t'explique son problème, tu build. C'est Fafa. C'est Fafa. Ah, ah, Maintenant, ok. après, tu as pensé à scale. Mais très sincèrement, une startup qui résout bien un problème dans un pays, scale, ça vient vraiment en dernière position, quoi. Parce que tu peux scale même sur d'autres produits. Tu vois, non? C'est-à-dire, par exemple, on prend un exemple simple, hein. On se dit, par exemple, une startup telle que CinetPay Mhm. permet de faire l'intégration du paiement. Tu vois, ça, c'est peut-être la première version. Ils ont le même nombre d'utilisateurs, mais ils peuvent scaler sur un autre produit. Tu vois, au lieu de peut-être seulement faire l'intégration, on dit que CinetPay fait maintenant le transfert d'argent, la réception d'argent. Ils vont facturer pour ça, c'est un nouveau produit. Ils ont scale sur un nouveau produit. Ils peuvent facturer. Ok, Tu vois, non? ok, je te suis mieux. Voilà. Je, Donc, scale, c'est pas forcément, tu vas penser aux l'extension, États-Unis, non. voilà, l'extension, tout ça. Je te rejoins, je suis d'accord. Maybe je me suis mal exprimé. Mais en gros, ce que moi je voulais dire, c'est juste, n'ayons pas une vision étriquée, en fait. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Mhm. Certes, une startup doit résoudre un problème. Donc, si tu as identifié un problème dans ton environnement immédiat, que tu peux y répondre, vas-y. Ouais, Mais ne dis pas que c'est là ta limite, en fait. c'est sûr. Pense vraiment que tu es sans limite. C'est vraiment ça ma vision, tu vois. Ouais, Ouais, c'est ça, super. ouais. Donc là, je pense qu'on va passer à un autre point que je voulais aborder aussi. C'est l'écosystème des... Parce que quand on parle de start-up, en général, on pense au fintech, on pense à l'argent. Yeah, Est-ce que dans la communauté, il y a d'autres startups qui touchent d'autres problèmes? yeah. Ça me rappelle une publication que j'ai vue passer là. C'est un truc du côté de Tech Safari. C'est pas si tu connais ce newsletter. Bien sûr. Le gars a dit qu'il cherche de nouveaux. C'est la GOAT, hein. La Ah GOAT ouais. actuellement en Afrique, hein. Il dit, Ils ont organisé un événement il y a 2 semaines. j'ai vu la photo. Il aurait voulu partir. Il fallait me prévenir. Il fallait tomber dans mon house. Il y a vu Kiani là-bas. Je veux Leslie, bien sûr. Ouais, je savais pas. Yanni, je... Ok. Je vois les stories. Non, mais bref. Mais genre, il y a la publication du gars de Tech Safari là qui expliquait en gros qu'il cherche de nouveaux auteurs. Caleb. Yeah, mais qu'il est fatigué qu'on parle des fintech. Genre, il y a fois, il y a fintech et tout et tout. Et que, il y a pas d'autres choses à raconter. Et en vrai, dans la communauté, on a des gars qui sont dans la health tech. Genre, les trucs de santé. On a des gars dans la crypto. C'est plus fintech, mais crypto, tu vois. On a Anka, qui a certes maintenant, E-commerce. qui a e-commerce, même s'ils ont un volet fintech et Fintech. Anka Pay. Mais ils ont aussi les skills, on va dire. C'est ça. C'est que les exemples que tu donnais. Mais genre, c'est, comment dire ça? C'est vraiment e-commerce. On a, certes, il y a une majorité de fintech. On a des boîtes dans l'IA et la data. Ok. L'ancienne boîte où j'étais, par exemple, c'est une boîte dans la data et l'IA. Il y a vraiment un peu de tout Mhm. et c'est en train de venir. Et même si on sort même du Tech République,
comme je dis, dans Tech République, c'est vraiment diversifié. Mais même si on sort de Tech République, dans l'écosystème tech ivoirien, il y a vraiment de tout. Ouais. Il y a des gens qui font quoi, de l'agritech, même Greenpeace. J'ai toujours réalisé Greenpeace, mais c'est mon projet, tu vois. En fait, quoi, de l'environnement, c'est-à-dire blockchain plus environnement. Donc, franchement, comme j'ai dit au début de beaucoup de choses, si les fintechs, c'est ce qui est mis en avant parce que le problème principal, même à l'époque, c'est toujours là même, c'est la faible bancarisation. Donc, les aînés, ils ont remarqué que ce problème-là existait. Ils ont cassé le truc. Mais avant, pour avoir carte de crédit, des rappels, tu as rappelé, tu sais qu'avant, pour mettre les plateformes, mettre les sons sur les plateformes, bien pour avoir Spotify en Côte d'Ivoire, c'était compliqué. Et pas, Une galère. tu vas avoir les cartes de crédit, c'était pas facile, tu vois. Et les fintechs, justement, ont cassé ce truc-là. Après le mobile money, Wave et tout. Maintenant, je pense que le problème, il n'est pas résolu en totalité. Il y a encore des trucs à faire, tu vois. Mais en gros, c'est mieux qu'avant. Et je me dis, il y a d'autres acteurs qui vont venir. Là, en ce moment, la Côte d'Ivoire fait un virage IA et data. Il y a beaucoup de boîtes sous ces thématiques-là qui se créent en ce moment. Il y a, il y a une boîte, un projet sur lequel je vais travailler à un moment, d'une IA juridique. Donc vraiment, il y a vraiment un peu de tout en ce moment. Hein. Ah, super. Je pense que le secteur qui était un peu en vogue une année, c'était l'agritech aussi. Surtout des projets de crowdfunding. Je me rappelle plus de la startup, mais il y a une startup qui permettait en fait qui permettait en fait aux agriculteurs de lever des fonds de crowdfunding. Tu vois un peu, ça dit investissement participatif en fait. Autant j'ai trouvé l'idée assez sexy, mais j'ai carrément oublié le nom de la startup. Ils ont même gagné un concours. Je crois l'incubateur dans lequel j'ai été au Ghana organise. Il y a une branche qui se charge de faire pitcher certains projets, certaines startups qui sont déjà plus ou moins matures. Et on appelle ça le Mest Africa Challenge. Et je sais que en 2019, l'année où je postulais à Mest, la startup Agritech dont je parle, qui est ivoirienne, avait remporté ce concours-là. Mais bon, malheureusement. Ah ouais, je pense que on peut aussi rapidement. Ouais, Un autre point sur lequel je voulais revenir. Les Ivoiriens, en effort, on a remporté la Coupe du monde d'informatique. Si, j'ai vu ça. Voilà. Il voulait dire ça aussi, c'est un truc qu'il voulait commenter. Tu vois, pour moi, en fait, là, en plus de la levée de fonds qui sont intéressantes, c'est vraiment les talents ivoiriens qui font des trucs intéressants, là. On doit les mettre en avant. Ouais. Mais après, il faut que ces talents-là soient suivis aussi pour réussir à build. Parce que je pense que, en termes de talent, il y a des talents qui sont purement tech, en tout cas pour faire une belle startup, hein. Il y a des talents aussi qui sont plus dans la détection d'opportunités. Le volet business. De volet business, tu vois. On peut avoir beaucoup de talents tech, voilà, on est tous de bons développeurs. En tout cas, Paul Graham a l'habitude de dire que si tu sais développer, que tu es plus dans le genre, tu as un bon talent de développeur. Mais un développeur, son travail, c'est de résoudre des problèmes, tu vois. Donc, tu peux t'étendre facilement à être un genre, à être un fondeur. Genre, ça peut être facile, en fait, de là à là, tu vois un peu. Alors que quand tu es bon business, c'est maintenant que c'est démocratisé, hein. Des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, qui ont l'esprit business, veulent se reconvertir à la tech, genre lancer une startup avec, résoudre un problème avec la tech. Sinon, avant, quand tu regardes les grosses boîtes, là, les grosses startups, les deux cofondateurs sont des tech. T'as dit, eux travaillent. Je pense à Google, Facebook, tu vois, la plupart d'entre eux, Snapchat, la plupart d'entre eux, c'était des gars qui étaient purement dans la tech et qui étaient de bons développeurs. Et puis, voilà, maintenant, c'est démocratisé. On espère que de plus en plus de jeunes talents aussi pourront nous aider à résoudre des problèmes. Et ouais, je pense qu'on arrive un peu à la fin, hein. Tu as quelque chose à ajouter? Je voulais parler un peu de Greenpeace. Ouais, j'ai toujours parlé de Greenpeace, mais c'est mon projet. En gros, Greenpeace, comme je dis, c'est une initiative globale, un réseau international d'organisations qui ont pour but d'utiliser la blockchain. Quand on parle de blockchain, on parle notamment de crypto, pour avoir un impact social positif. Parce que généralement, quand on parle de crypto, on pense à scam, on pense à FTX, on pense à pas mal de l'argent. Voilà, l'argent en bien comme en mal. En tant la blockchain, c'est une technologie qui peut faire beaucoup de choses. Et du coup, récemment, avec Greenpeace, on a participé à une grande, on a levé $1,200, $1,245. C'est pas les millions des grosses boîtes ivoiriennes, mais c'est
un premier pas pour développer une solution environnementale, une cartographie des points insalubres en Côte d'Ivoire qu'on appelle la ligne verte, afin de coordonner des actions à impact. Du coup, c'est un truc sur lequel on développe de notre côté. Et à côté de ça, avec les républiques, on prévoit de faire pas mal de choses, des hackathons, ce genre de trucs là. Donc voilà. Super, super. Je pense que ça a été un échange assez intéressant. Yeah. On aura l'occasion aussi de recevoir ici d'autres acteurs, d'autres membres de la communauté Tech République. Ce sera avec plaisir. Donc, ouais, je pense que sur ce, on peut terminer ce podcast. Yeah, Si tu frère. as un dernier mot. Mon dernier mot, c'est rester concentré, Tu as les déjà frères. dit dernier mot là. Ouais, restez concentrés, les frères. On a déjà Ok, dit. ouais, en tout cas, big up à tous ceux qui travaillent fort pour que l'écosystème soit au top, tous ceux qui motivent, tous ceux qui font des initiatives. Je pense qu'on est vraiment au début de quelque chose, comme tu as dit. Et ouais, c'est à nous. Si quelqu'un ne le fait pas, quelqu'un va pas profiter, tu vois. Donc, il faut que à un certain moment, des jeunes prennent des initiatives, comprennent que l'avenir de la Côte d'Ivoire, l'avenir de la tech là, c'est dans leurs mains. Vont commencer à faire des choses. Ça peut être créer du contenu, ça peut être faire des hackathons, ça peut être plein de trucs, mais qui doivent quand même montrer qu'il y a des choses qui se passent dans l'écosystème. Comme ça, les investisseurs vont voir ça, vont dire, OK, il y a ça qui se passe, il y a ça qui se passe, il peut mettre mon argent. Donc, merci à tous ceux qui ont suivi l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à bientôt. Super.